Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 10e partie de rétrospective Disney. Et oui, ça fait déjà 10 vidéos que nous faisions sur le sujet. Et croyez-moi, cet enregistrement est assez compliqué à mettre en place, mais nous Oh sommes oui. très contents d'être là ce soir ou ce matin selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis toujours accompagné, bien entendu, de Cinéphage qui s'est transformé en Cinéchaud temporairement, qu'il faudra qu'il change ça parce que Je change ça tout de suite. Bonsoir à pas tous. de Bonjour problème. à tous. Et ensuite, nous avons Mélanie, comme d'habitude. Comment vous Voilà. allez? Bien, très bien. Enfin, moi je suis Bien. malade, mais sinon ça va. Et toi, Cinéphage? Impec. Oui, formidable. Ravi. Oui, Formidable, oui. et c'est essentiel. Donc ce soir ou aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de 5 films Disney. Nous commencerons par Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu. Ensuite, nous continuerons avec Pocahontas 2, Un monde nouveau. Ensuite, nous continuerons avec Mille et une pattes, un Pixar. On continue un peu les Pixar. Et ensuite, nous parlerons de Tarzan. Et enfin, pour finir, nous parlerons de Toy Story 2. Donc deux Pixar aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc voilà pour ce qui est du programme d'aujourd'hui. Je propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on démarre tout de suite avec le premier film, Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu. Écoute sa voix. Nous sommes Il vit en toi. Rugy, fais comme moi. Il vit en toi. Donc Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu, sorti en 1998 et en 1999 en France. C'est là encore une suite directe to vidéo, suite du plus grand succès de l'histoire du studio Le Roi Lion. Mon cher cinéphage, est-ce que tu as quelques petites anecdotes à nous raconter sur ce sujet? L'honneur de la tribu. Eh ben oui, j'ai quelques informations à vous donner. Alors, sachez que le film est un succès. Je dirais, le film a rapporté quand même en vente près de 465 millions de dollars entre 1998 et 2005. C'est pas mal tout de même. La production du film a commencé en 1995. Donc elle a duré 3 ans, on va dire, grosso modo. Cette suite s'inspire d'un autre classique de Shakespeare, Roméo et Juliette. La doubleuse de Sarabi, Madge Sinclair, étant décédée, le personnage est absent de cette suite. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, qu'on ne voyait donc pas la maman de Simba. Sinon, elle devait normalement revenir. Et attention, je ne me souviens plus comment c'était. Ah oui, Zazu. Zazu devait avoir une copine. Et oui. Non. Et elle devait s'appeler Zazie. Binti. Zazu devait avoir une copine qui devait s'appeler Binti. Et Banzai, une des hyènes du premier, devait revenir. Mais voilà, tout ça a été coupé. Et enfin, on pourra dire que Kiara devait s'appeler Aisha, mais ça a été renommé car c'était le nom d'une Power Ranger. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Alors déjà, je préviens par avance, les informations sur les suites Disney Toon, c'est ultra compliqué d'avoir quelque chose. C'est plus facile d'avoir Très les codes con- QR. Donc, C'est très confidentiel. non, mais je pense qu'il y a tellement aucune anecdote sur sur ce développement de film. Enfin, voilà. Ah oui, et sinon, Tina Turner a chanté He lives in you. Voilà, donc c'est bien. C'est disponible sur le générique de fin en version française. Et oui, et peut-être aussi, chose importante de préciser, la chanson Il vit en toi n'a pas été créée pour Le Roi Lion 2. Le saviez-vous? Non. Dis-nous tout. Et non, la chanson Il vit en toi a été créée pour la comédie musicale Le Roi Lion et a été réutilisée pour Le Roi Lion 2. C'est pour ça que quand vous allez voir, moi j'y suis jamais allé, mais ce qui paraît c'est extraordinaire, quand vous allez voir la comédie musicale Le Roi Lion, vous avez toutes les chansons du film Le Roi Lion 1 et vous avez Il vit en toi. Ah oui, c'est intéressant de voir ça. Du coup, la comédie musicale avait été créée à ce moment, quasiment après la sortie du film, du coup, parce que je pensais que c'était un peu plus récent, j'avoue. Oui, bah, ça a dû être créé en 96 ou 97, ouais. Ok. Très bien. Donc voilà pour ce qui est des informations sur ce film. Est-ce que l'un de vous deux souhaite se lancer sur cette suite du plus grand succès de chez Disney? Est-ce que c'est à la hauteur de l'original? Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais au moins, est-ce que c'est un film tout à fait correct et divertissant? À vous de répondre. Mélanie, par exemple, je te laisse commencer. Oui, moi je le trouve tout à fait à la hauteur du premier. Voilà. C'est ma suite Disney préférée de toutes les suites. Je trouve que moi, en tout cas, il me parle un peu plus. Je trouve Kiara beaucoup plus touchante. Moi, je peux plus facilement m'identifier à elle, on va dire.
Et voilà, je trouve qu'il est plutôt réussi. Les animations sont quand même jolies. Voilà, il est quand même plutôt beau. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais il est quand même plutôt beau. Il est peut-être un petit peu plus saccadé par des moments. Et j'aime bien l'histoire aussi. Alors, je crois que Cinéchaud, tu m'avais dit que ça ressemblait au premier, l'histoire. Dans la structure, mais oui, Dans je la suis d'accord. structure, oui. Elle est différente. Je suis d'accord. Ouais. Je suis très d'accord. Oui, quand même, oui. Oui, ça change. Oui, ça change quand même. On est à full histoire d'amour, ça c'est sûr. Et j'ai trouvé surtout la fin avec un joli message dans le sens où ça parle quand même de cette nouvelle génération qui veut pas reproduire la haine de ses aînés en fait et qui veut la paix pour tous et je trouve ça plutôt chouette. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'adore Kovu. J'adore Kovu, j'adore les chansons aussi, toutes les chansons, moi je les aime bien toutes. Il y en a aucune qui fait vraiment défaut. Elles sont assez différentes pour que le film ait sa marque à lui, mais on reste quand même dans l'univers des lions, de la savane, des animaux partout, etc. Il y a juste un petit bémol, c'est Pumba et Timon que je trouve un peu inutiles, pas toujours drôles, alors que pour le premier, vraiment, ils avaient un intérêt. Et là, ils sont plus là pour faire rire et ça marche pas toujours. Et voilà, je trouve que c'est un joli film. Et moi que j'aime. Voilà. Très bien. Ok. Et est-ce que, Cinéphage, de ton côté, tu es à peu près dans la même direction ou bien un petit peu plus mitigé, on va dire, dans l'ensemble? Disons que quand on descend nos attentes au niveau d'une suite Disney Toon, c'est vrai que c'est quand même une bonne suite. Je trouve que la revisite Roméo et Juliette est bien trouvée, qu'en plus on pourrait se dire mais d'où sort Kovu, machin tout ça, mais au final c'est pas vraiment le fils de Scar, donc c'est quand même... Je comprends pas d'ailleurs Oui. pourquoi ils en ont pas fait le vrai fils de Scar. Il aurait très bien pu faire un fils Azira. Bah, moi au final je comprends mieux, parce que du coup ça fait pas un raccrochage un peu... attention au mot, bâtard, au premier film, et justement, ça permet d'avoir quand même un certaine logique, quoi. On aurait été surpris de ne pas savoir que Scar avait un fils ou qu'il était tout seul avec des hyènes, enfin voilà. Là, finalement, c'est assez logique. On se dit que c'est des lionnes qui du coup se sont ralliés à Scar pendant la durée de son règne. Et enfin voilà quoi. Donc franchement, moi j'ai trouvé que c'est assez correct, c'est très divertissant. L'animation est pas mal si on regarde pas dans les détails, parce que si on regarde dans les détails, il y a quand même des trucs qui sont assez affreux, mais c'est reste du Disney Toon. Et par contre, le gros point fort de cette suite, c'est que les chansons sont géniales. Les chansons sont très très bonnes. Elles sont J'ai cru que t'allais dire Kovu, mais bon, c'est pas grave. Ah non, Kovu, par contre, déçu. je comprends pas en quoi le personnage est extraordinaire. Non, je m'en tape un peu. Ah non, il est juste sympa, il est juste mignon, quoi, voilà. Enfin, pour un lion, oui. en tout cas. Oui. C'est on en un reviendra peu plus tard. bad boy, quoi. On reviendra plus tard sur... parfois, il arrive d'avoir des personnages féminins animaliers qui sont particulièrement beaux quand j'étais petit. Enfin, voilà, c'est des choses arrivent. Non, mais dites-nous dans les commentaires, il y a forcément des crushs de Kovu dans les commentaires. Mais oui, non mais Répondez, moi, dites-nous. on était beaucoup à avoir un crush sur Nala, voilà, je veux dire, au début dans le premier Roi Lion, c'est des choses qui arrivent. Mais Kiara, non, parce que enfin voilà, c'était assez strident comme voix. Mais Kelly Maro, doubleuse de Jennifer Lawrence, qui voilà, a quand même beaucoup percé dans le métier depuis. Mais je disais, oui, les chansons sont très très bonnes. Elles sont presque à la hauteur du premier film, et c'est pour ça qu'il existe des compilations où vous avez les chansons du premier et du deuxième film, parce qu'en fait elles sont vraiment d'une qualité quasiment équivalente, et Il vit en toi, c'est génial, il n'est pas l'un des nôtres, c'est formidable, Nous sommes un, c'est génial, enfin voilà, franchement c'est une suite qui se laisse beaucoup apprécier, et on ne boude pas son plaisir devant le visionnage de cette suite. Très bien, bah écoutez, je vais pas être très original parce que pour le coup, moi, je ne l'avais jamais vu.
cette suite du Roi Lion. Et je dois avouer que moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment réussi pour une suite direct to vidéo. En tout cas, évidemment que si ça sortait au cinéma comme un film classique Disney, on aurait pu être un petit peu plus exigeant. Mais au vu de ce que le film est, un peu modeste entre guillemets dans sa fabrication et dans dans les enjeux que plaçait Disney dessus, je trouve honnêtement qu'effectivement ils ont fait un travail tout à fait satisfaisant. Là où je disais en fait, Mélanie, quand je te disais du scénario en fait était un peu similaire, c'est plus qu'en fait en soi c'est pas vraiment un défaut parce que ça permet de raccrocher les wagons au premier film, de comprendre un petit peu qu'en fait c'est, et puis après tout le film de base dans le Royaume on te dit que c'est un cycle de la vie, un cycle éternel, donc tu vois aussi le côté où tu veux répéter un peu les archétypes de scénario, les histoires de famille, etc. Effectivement ça change dans la finalité notamment où il essaie un peu de briser ce cycle un petit peu parfois qui peut être négatif entre guillemets de haine entre deux peuples en l'occurrence, mais c'est vrai qu'au début juste voilà il y avait un petit peu ce côté flashback au début puis ensuite on passe quand ils sont adultes, tout ça bon bah c'est à peu près la même chose, mais c'est pas vraiment dérangeant, surtout que l'animation est de qualité et comme tu l'as dit Cinéphage, les musiques sont vraiment réussies. Je trouve notamment que l'introduction très surprenante, on a je crois que c'est limite du synthé qui est utilisé. Ouais. Alors, vraiment impressionnant. Au début, je me suis dit, mais attendez, je regarde vraiment le Royaume là, parce que attendez, j'aimais beaucoup et ça fonctionne super bien. Et puis, non, franchement, les musiques dans l'ensemble se débrouillent bien. Et voilà. Pour moi, c'est pas un film qui non plus hyper fascinant à développer, à parler de tout ce qu'il y a autour ou quoi, mais effectivement en tant que film de divertissement et aussi en tant que suite du Roi Lion, bah c'est pas mal du tout. C'est vraiment un film qui se regarde avec plaisir, on ne boude pas son plaisir, donc je le recommanderais pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, de tenter le visionnage du 2, car même si évidemment on n'est pas au niveau du premier qui reste quand même sacrément au-dessus, en même temps c'était pas les mêmes ambitions forcément, ça reste un film très agréable à découvrir aujourd'hui, et surtout dans le haut du panier clairement des suites Disney, hein, voilà, des suites Disney en tout cas tout vidéo, mais même Disney tout court, parce qu'en vrai, les suites au cinéma de Disney, il y en a 2-3 qui sont réussies, mais pas toutes de souvenirs, en tout cas, on va dire. Donc voilà, pour ce qui est de ce Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe au prochain film? On a été assez vite sur celui-là, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter quelque chose. C'est vrai que Timon et Pumba sont assez anecdotiques. Ouais. Ah, je rajouterais que l'écran titre, alors ça qui est un peu con, je trouve, aussi vous rappelez du premier, l'écran titre, enfin le titre quand il apparaît, il y a un bruit, il y a un truc qui tac, ouais, vraiment ça te fait quelque chose. Là j'ai souvenir, alors ça fait quand même plusieurs semaines que je l'ai vu du coup au moment d'enregistre, mais il me semble que le début, vraiment le titre il apparaît comme une sorte de fondu avec le texte qui apparaît genre comme si on avait fait un montage sur Movie Maker, et du coup j'ai fait ah. It is a girl. Girl! Girl! Oi! Bon, c'est moins. C'est quand même un peu. Ah, mais on est en 98, hein. C'est vrai que. Voilà, bah, mais du coup, vu que le Royaume avait réussi son titre, c'est pour ça que je. Ah, mais c'est pas le même budget, mais oui, bien sûr. C'est juste, il va mettre un petit bruit, un truc pour. Genre, mais c'est vrai que moi, je trouve que j'ai un frisson particulier. Je ne sais pas si c'est j'ai de vagues souvenirs de la première fois où je l'ai vu, ou j'en sais rien, mais la chanson Il vit en toi me met vraiment dans un spleen nostalgique de mes jeunes années. Je ne sais pas pourquoi. C'est à quel moment du film cette musique? Parce que je me rappelle plus. Il vit en toi, c'est la première chanson. C'est la première. Bah, c'est ça que j'aime le plus, donc on est d'accord. Je sais pas, ça me met dans un spleen où je suis là en disant ouais, je sais pas, ça me fait ressurgir beaucoup de choses. Ça te fait quelque chose, ça te. Ouais, c'est. Je sais pas, c'est assez étrange. Ah, je pense que c'est ce synthé. J'ai oublié de dire que c'est un film aussi qui parle d'identité, de faire sa propre place, de trouver qui on est. Chiara en parle beaucoup, elle dit je ne suis pas qu'une princesse, voilà, et qu'au vous c'est on pense tous que je suis Scar alors qu'il est différent de Scar, et voilà, ça parle aussi de s'affranchir, de se trouver soi-même, et puis effectivement. Pourquoi ne pourrais-je pas simplement être moi sans votre loi? Et bah, vu qu'il a dit comme ça, je vais être obligé de le garder. Donc voilà, vous avez profité de Cinéphage qui chante, c'est cadeau. Par contre, le moment où cette vidéo va sortir, sans doute que vous avez déjà vu le film Mufasa, mais
curieux de savoir comment va être articulée la relation entre Simba et Kiara, qui normalement devrait encadrer le récit du préquel. Ça me fait penser d'ailleurs que quand j'ai vu la bande-annonce du Roi Lion justement version, enfin la Mufasa, la suite du Roi Lion, ça m'a beaucoup fait penser à la suite du coup, parce que vraiment c'est même idée là encore, le côté flashback jeune et ensuite ils vont être plus grands, on va suivre un peu leur aventure, tout ça. Par C'est la même chose. contre, ça va être casse-gueule parce que nous montrer un Scar gentil qui va virer méchant. J'ai surtout peur de qu'en la plus, mode on du nous dit- méchant, Ouais. qui est un peu gentil au fond et du coup, mais ça rend le Voilà. truc un peu moins impactant quoi. Et puis surtout nous dire que finalement ils sont pas vraiment frères. Par contre, j'avoue que le seul truc qui me plaît bien pour l'instant, c'est la musique, le Mufasa. Ça. Une senteur discrète dans le vent qui me rappelle la maison, puis disparaît. Je sais pas sur sa classe. Ouais, ça marche bien. Après, dans tous les cas, ça ne peut être que meilleur que le remake parce que moi j'ai souvenir que le remake je n'avais même pas fini parce qu'en fait c'était exactement le même film, donc j'avais pas trop l'intérêt. Mais j'en dis pas plus. Attention, ne sois pas si positif. Ah non, mais ils peuvent être pires, ils peuvent être pires, mais au moins ils vont tenter un nouveau truc en théorie. Et déjà, c'est peut-être, je sais pas, on verra. Je sais pas si moi je préférerais pas finalement qu'on touche pas trop. Ah, pour le coup, là, peut-être qu'ils vont me faire réaliser que je suis assez tatillon sur le Roi Lion, alors que je n'aurais pas pensé, mais voilà. On aura la réponse en ce qui nous concerne le mois prochain, mais bon, en ce que vous concerne vous, je pense que le film sera sorti depuis plusieurs mois, donc Oui. vous pourrez nous dire dans les commentaires si on avait raison ou pas. Bref, J'aurais je déjà vu propose qu'on Mufasa passe- 3. peut-être. Et on peut donc passer à la suite du programme avec une autre suite Disney. Sauf que là, on va être peut-être un peu moins gentil que le précédent, puisqu'en effet, on va parler d'un film assez, je dirais pas controversé, mais en tout cas très critiqué de chez Disney pour plusieurs raisons. Je parle bien évidemment de Pocahontas 2, Un monde nouveau. Ne manquez pas cette nouvelle histoire inoubliable avec tous vos personnages favoris et 5 fabuleuses nouvelles chansons. Bienvenue à Londres, quel est ce mystère ? Pocahontas 2, Un monde nouveau, une vidéo Disney. C'est plus qu'un dessin animé. Donc, Pocahontas 2, Un monde nouveau, sorti en 1998 aux États-Unis et en 1999 en France. Il s'agit, vous l'aurez compris bien évidemment, de la suite de Pocahontas, une légende indienne sortie quelques années auparavant. Ici, on est sur un direct to vidéo, hein, évidemment, on ne change pas par rapport au Roi Lion 2. Effectivement, on va en parler, mais ça se voit. Mon cher Cinéphage, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette suite qui a eu quelques petites polémiques, on va dire, autour? Oui, alors 3 informations, que 3, voilà. C'est déjà bien. Plus des trucs extraordinaires. Alors le film a commencé sa production en 1996. 3 ans pour le Roi Lion 2, 2 ans pour Pocahontas 2. Enfin voilà. Mel Gibson n'est pas revenu, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Mel Gibson faisait la voix pour John Smith. Et il n'est pas revenu, mais il n'est pas remplacé par n'importe qui, il est remplacé par son frère, Donald Gibson. Voilà. Qui est son seul fait d'armes. C'est formidable. Le film présente plusieurs anachronismes, puisque se passant en 1616, normalement le thé n'existait pas encore en Grande-Bretagne. Et pourtant, pendant tout le film, on vous bassine en disant « Oh, je prépare le thé !» Enfin, voilà. Et William Shakespeare était déjà mort. Donc ça ne pouvait pas être possible, comme ils disent dans la chanson de Bienvenue à Londres, qu'elle rencontre William Shakespeare. Et Radcliffe, parce que Radcliffe a vraiment existé, normalement il était déjà mouru aussi. Enfin, la version anglaise est plus courte de 2 secondes, puisqu'ils ont coupé 2 passages du film où on peut entendre le mot « bloody ». Non, t'es en train de me dire qu'ils ont coupé juste parce qu'on entendait le sang, c'est ça? Bah, sanglant, quoi, bloody. Sanglant. Ok. Voilà. C'est vrai que c'est choquant, non, je comprends. Je vais attaquer directement avec ce film, du coup, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Je pense que bloody, c'est le bon terme pour qualifier cette suite. Disons que c'est pas la pire suite que j'ai vue, je pense. Si, il faudrait que je juge par rapport aux autres, parce qu'en même temps, on a vu beaucoup de films pourris, genre Le Retour de Jafar, pour ne citer que lui. Mais ce film a un gros problème, car il ne sait pas où se placer dans son histoire. En fait, il veut à la fois raconter la suite de Pocahontas qu'on connaît, pas de problème, mais il veut aussi raccrocher les wagons avec la réalité historique, ce qui est à la fois louable pour pouvoir essayer de raconter quelque chose, pourquoi pas, sauf que dans un contexte où tu as introduit une histoire
qui est volontairement, en tout cas pas complètement en dehors, mais qui essaye d'éviter certains sujets historiques afin de rendre l'histoire plus, on va dire, plus universelle ou en tout cas plus accessible pour un certain public. Là, le fait de réintroduire ça déjà de base, c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées. Mais ce n'est pas que ça le problème du film, parce que si c'était que ça, franchement, si c'était bien fait, moi j'aurais pas eu de problème, au contraire, ça aurait pu être intéressant. Mais le problème, c'est qu'en plus de cela, l'animation est pas très belle, clairement. Elle est pas horrible comme le retour de Jafar, mais elle est quand même vraiment pas terrible. Voilà. Ça cesse regarder, c'est pas. Ça cesse regarder. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, il n'y a pas de problème. Si, il y a quand même un petit problème, mais c'est moins, moins grave que sur d'autres films. Les musiques, j'en ai aucun souvenir. Déjà que j'ai pas une très bonne mémoire pour me rappeler des musiques dans chaque Disney. Bon, alors, ne me demandez pas, j'en ai aucun souvenir. Moi, je m'en souviens, hélas. Oui, mais t'as une trop bonne mémoire, c'est pour ça, t'es trop intelligent. Oui, et je pense l'avoir, hélas, un peu trop vu aussi. Et en plus de cela, on a des personnages qui, au-delà de ça, ne sont plus les mêmes du tout. Je citerai notamment, je pense que vous en parlerez aussi, John Smith. Et oui. Qui est ce mec? C'est plus John Smith. C'est devenu un égoïste, un gros con, mais... C'est Bryce the Nice. Non mais vraiment, en tout cas, c'est assez... Autant dans d'autres films, on pouvait dire ça, d'autres personnages qui étaient un peu plus laissés sur le côté ou quoi, mais là, on est vraiment sur un changement de comportement absolument drastique. La scène où il fait le beau gosse avec toute plein de nanas au lieu d'aller voir Pocahontas, non mais... c'est genre, quoi ce mec? Genre à la fin, il va lui parler, ils disent ah bah vous êtes là, ça fait plaisir. Ah ouais. Non, ok, ça marche. Bizarre. Et son nouveau compagnon, là, Pocahontas, je sais plus comment il s'appelle. John Ralph. John Ralph. Bon, il est pas non plus horrible, hein, mais juste... bah, on a déjà eu John Smith, donc ça c'est quoi l'intérêt de nous remettre un homme qui a l'air tout à fait sympathique, hein, pas de problème, mais on a déjà vu ça avant, donc pas très utile. Même si son doubleur, je crois que c'est un doubleur connu, qui j'avais plutôt bien apprécié, mais je ne sais pas qui était ce doubleur. Oui, je ne saurais pas te dire là tout de suite comme ça, mais oui, mais du coup... Ça fait que déjà on a tous ces problèmes là, et en plus de cela le film est vraiment pas très palpitant, parce que il se passe quand même pas grand chose au final. Enfin, tu as une notion de vouloir découvrir l'Angleterre, ce qui aurait pu donner un film, notamment aussi au-delà de découvrir l'Angleterre, voir Pocahontas essayer de s'insérer au sein de la société de Londres. Ce qui est un problème, moi j'en reviendrai après. Je te laisserai développer sur ce sujet, mais... Voilà, en fait, le film n'arrive pas à construire de véritables enjeux. Il est constamment, en fait, dans le meilleur des cas, en gros, durant une scène, tu peux te dire « Oh, c'est sympa ». Mais tu es jamais impliqué, quoi. Il n'y a jamais d'implication émotionnelle, surtout que vu que les personnages sont complètement différents de ce que tu as vu auparavant, tu as l'impression d'être limite faussé je dirais pas trahi parce que c'est un peu fort, c'est un peu violent par rapport à tout ça, mais il y a vraiment un sentiment assez étrange avec ce film qui fait que même si c'est pas le pire film que j'ai vu durant cette rétrospective, c'est clairement l'un des films qui laisse un mauvais arrière-goût, on va dire. Tu le finis, tu fais c'est pas terrible, quoi. Non. J'aurais préféré pas le voir. Non, ouais. Après, pour la culture, c'est sympa. Et c'est aussi intéressant par rapport à ce qu'ils ont voulu faire par rapport à la réalité historique. Je trouve ça intéressant d'avoir voulu essayer. Mais voilà, l'exécution pêche. Et de manière générale, c'est un film d'animation qui est peu pertinent ou intéressant. Et voilà. Après, ça reste un film direct ou VOD. Il faut savoir aussi être jaugé évidemment par rapport à ses ambitions, mais voilà, de mon côté ce n'est pas clairement c'est l'une des moins bonnes suites Disney dans tous les cas à mes yeux. Écoute, je vais rien rajouter de plus que toi, je pense que tu as quand même bien résumé le film. Je vais quand même mettre un petit plus que j'ai trouvé pas mal, c'est les animaux qui restent assez rigolos quand même. Ouais. Assez fidèles à eux-mêmes, ouais, les gags marchent bien quand même. C'est le seul truc que j'ai envie de sauver du film. Mais voilà, quand tu parlais d'enjeu, effectivement, moi je l'avais marqué, mais on voit, on le perçoit, l'enjeu du truc, mais jamais on est dedans, et oui, jamais on le ressent vraiment, et voilà. Il y a une scène aussi qui avait commencé à me marquer un petit peu, c'était avec la scène de l'ours, où enfin on voit Pocahontas être elle-même en disant mais attendez, c'est un animal sauvage, qu'est-ce que vous faites, je veux le protéger, et tu dis enfin il y a une Pocahontas parce que là c'était plus Miss Princesse, je veux mettre des chignons dans mes cheveux, bref, et sauf que ça part en 2 minutes, même pas 1 minute 30, ça retombe comme un soufflé et on passe à autre chose.
Enfin, ouais, je trouvais, il y a plein de trucs dommages, quoi. Donc voilà, sinon j'ai rien de plus à rajouter que toi. Voilà. Très bien. Et donc, pour conclure, mon cher cinéphage, je pense que tu as quelque chose à dire, à mon avis. Oui, alors je ne serais pas entièrement négatif parce que, comme Mélanie, je la rejoins, je trouve que le film a un humour qui est assez efficace. Je trouve que Meiko, Percy et Fleet font toujours rire et que même l'ajout du garde du corps de Pocahontas, il est assez amusant. Outil, alors je vais pas dire le nom en complet parce que j'en serais incapable, mais c'est assez amusant. Les gags fonctionnent plutôt bien. L'animation est moyenne, mais bon, on va pas revenir, c'est toujours le même problème sur les Disney Toons. Radcliffe est assez fidèle à lui-même. Au moins, ça n'a pas changé. Pocahontas a changé de voix en France, ce qui est un peu un problème, puisque c'est la voix de sa meilleure amie dans le 1, chelou. Mais bon, ça passe, c'est pas non plus... la voix colle bien, donc ça dérange pas. Le souci, c'est qu'on a l'impression de ne plus voir Pocahontas et de ne plus voir John Smith. John Smith est assez fidèle à lui-même que dans la scène d'introduction. Ça se tient un mystère en se disant « Oh là là, est-il mort ?» machin. Cette scène était finalement assez inutile puisque déjà à la fin du premier film, nous étions en suspense de se disant « Est-ce qu'il va survivre ou pas ?» Créer un double suspense sur sa mort, c'est un peu finalement ridicule. Et le personnage devient un gros con. Qui n'en a rien à faire de Pocahontas et qui finalement se dit que pourrait très bien vivre sans elle, alors qu'on rappelle quand même que dans le premier film, c'est juste l'amour ultra dingue. Dans Pocahontas, gros problème aussi, c'est que dans le premier film, on nous dit quand même que c'est une indienne très très proche de la nature, et elle arrive quand même à être émerveillée quand elle voit Londres, alors que je pense que normalement, elle aurait dû faire un malaise ou en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que cette horreur-là ? Surtout que bon, le Londres de l'époque, là, ils nous ont fait le Londres très joli. Hein, parce que si vous voyez le film Le Nouveau Monde, qui reste une très bonne adaptation du mythe de Pocahontas, Londres, c'est extrêmement dégueulasse. Hein, quand tu le découvres, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette horreur comparée aux magnifiques décors et paysages de l'Amérique, quoi. Et voilà, Pocahontas, c'est un petit peu en mode éteinte. Finalement, elle se joue ambassadrice et très rapidement, elle est là en se disant mais tiens, franchement, John Smith est mort, mais John Ralph, il est pas mal quand même. Hein. Donc, juste parce qu'il l'a défendu une fois, alors qu'avant c'était un voilà. con qu'elle supportait pas. Et ah là là, il m'a défendu, ça y est, c'est l'homme de ma vie. Et, Voilà. et avant, dans le premier, t'as une scène où elle est sur l'eau et tout, elle se lève, t'as la cascade et tout, et là il tombe amoureux en se voyant. Et non, là t'as un pauvre discussion de merde. Enfin, bon, c'était nul. Mais oui, non mais voilà. Juste un petit regard, ça y est, ils sont amoureux, quoi. C'est ça l'amour, c'est... Grand-mère Feuillage est d'ailleurs réduite à peau de chagrin dans ce film. Ah oui. Ah oui, puis j'avais mis ça, Grand-mère Feuillage qui a pris un lifting dégueulasse, complètement raté. Elle est moche, c'est horrible. Et oui, elle sert à rien non plus. Enfin, tout ce qui est mystique, tout ce qui est sacré et tout, voilà, laisse tomber. Tout est mis de côté et surtout Pocahontas qui voulait, je rappelle, partir à l'aventure, qui ne voulait pas du tout accepter ses responsabilités. Quand John Smith lui dit à la fin, vas-y, on part à l'aventure, mais quelle horreur, mais machin, je veux rentrer chez moi. Ok. Bon, on pourrait dire que c'est une progression de personnage, mais le problème c'est que vu qu'on n'a pas eu l'impression de voir la Pocahontas telle qu'on connaissait pendant tout le film, on se dit mais il y a un gros problème en termes de développement de personnage. Et le problème, comme tu as dit si bien si les choses, c'est que cette volonté de vouloir raccrocher à tout prix à la réalité, en fait nuit à l'histoire certes fictionnelle, mais d'une très grande poésie et d'une grande puissance romanesque qu'on avait dans le premier film. Et donc voilà, donc je vous invite, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas vu ce film, ne le voyez pas. Si vous l'avez vu, oubliez-le. Et surtout, revisionnez seulement le premier film et arrêtez-vous à cette fin qui est une puissance mais épique, lyrique, sublimissime. Et voilà, oubliez ça. En plus, la fin du 2, mais ça finit sur un plan de bateau au loin, juste rien, où t'as eux qui font gnouf. Enfin, même la baston de fin, elle est pas terrible. Enfin,
Ah, C'est t'as les sourcils mauvais. froncés là. T'as les sourcils froncés, c'est un signe que. Ah. C'est mauvais, mais c'est pas non plus. Si on prend le film en tant que tel, je ne peux pas non plus le défoncer énormément parce que en tant que tel, le film fonctionne. C'est en tant que suite. Oui, c'est surtout en tant que suite que le film ne fonctionne pas. Mais pris à part, oui, ça se regarde. C'est même correct. Il n'y a pas de truc énormissime. Et les chansons, moi, j'arrive à en retenir 2. Mais voilà, c'est totalement dispensable. C'est même pire que dispensable, c'est que ça peut vous réduire l'impact du premier film. Donc franchement, c'est un film dangereux. Il a utilisé le terme. Les termes sont dits, attention. Ah, et là, Voilà. c'est dangereux. Là. Donc, je pense qu'on a su faire le tour de ce Pocahontas 2. On a su bien parler des différentes thématiques. Donc, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur ce film, je vous propose de passer directement à la suite avec un film qui va peut-être plus vous plaire. On va avoir la réponse dans quelques instants, puisque nous allons parler d'un autre Pixar, ce qui me fait très plaisir. On va continuer après le premier Toy Story qu'on a fait, je sais plus, c'était la dernière fois, ou l'émission d'avant, bref, dans tous les cas, après le premier Toy Story, voici le deuxième film de chez Pixar, à savoir Mille et une pattes. Salut, mademoiselle Poil aux pattes. Du vent, maintenant vous vous tirez. Mille et une pattes, bientôt en vidéo. Hey, coupez les gaz. Donc, Mille et une pattes, sorti en 1998 et en 1999 en France. C'est donc le deuxième film du studio Pixar qui s'est rapproché des studios Disney. C'est une histoire, une nouvelle fois, originale. Et mon cher Cinéphage, est-ce que tu as quelques anecdotes croustillantes? Non, c'est une adaptation, c'est ça? Et oui, mais ça va être la surprise. Mais laisse. Vas-y, C'est je la te laisse surprise. raconter, Et dis-nous oui, tout. puisqu'en fait, ce film est adapté de la fable La fourmi et la sauterelle. Et là, vous me dites, non mais t'as fumé, c'est pas la fourmi et la sauterelle. Mais si, la fable d'origine, c'est La fourmi et la sauterelle de Aesop, dont La Fontaine en fit une version beaucoup plus connue du nom de La cigale et la fourmi. Ah, c'est un plagieur en fait. Oui. Et Aesop, enfin du coup, La fourmi et la sauterelle avait déjà fait l'objet d'une adaptation par Disney dans un court-métrage de 1934. Cette idée que la fourmi amasse la bouffe et que la sauterelle vient pour piquer sa bouffe. Voilà, c'est le propos du film. Le film fut l'objet de Discord, voilà, je sais pas pourquoi j'étais entre Lasseter, Steve Jobs, oui, Steve Jobs, et Jeffrey Katzenberg, le con. Vous vous souvenez? Oui. Puisque Jeffrey Katzenberg, co-créateur de DreamWorks, qui clame son innocence, mais qui aurait plagié l'idée du film pour faire Fourmise, sorti peu de temps après. Et en fait, John Lasseter avait quand même discuté avec Jeffrey Katzenberg de manière assez cordiale du film qu'ils étaient en train de faire chez Pixar. Et comme de par hasard, un film sur les fourmis a été développé par DreamWorks quasiment en même temps. Alors, le sujet est quand même complètement différent parce que Fourmise essaye d'être un petit peu plus psychologique, mature, un peu plus moche par contre. Oui, j'ai le souvenir design que est un peu c'était- pas terrible. Mais voilà, Alors, c'est quand même très différent. La boîte de biscuits du cirque qui fait le transport porte la marque fictive de Casey Junior, comme le train du cirque de Dumbo. C'était un petit hommage à Dumbo pour faire le cirque, tout ça. le lien, ok. Petite question. Et le Est-ce film a été un que- succès. Voilà. Et ça a commencé en 95 et fini en 98. Voilà. D'accord. Très bien. Moi j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a, comme dans les autres films Pixar, je sais que c'est un truc qui a été instauré, un petit élément visuel qui annonce le prochain film Pixar ou pas? Ou est-ce qu'ils l'ont instauré plus tard cette mode? Parce que je sais que dans chaque Pixar à partir des années 2000, je ne sais pas si c'était le cas dès les premiers, mais il y a un petit annonce qui dit ça. Je crois pas que. Bah, de toute façon, vu que le film d'après c'est Toy Story 2, et ça se peut, il y a un hommage à Toy Story, mais est-ce que ça annonçait la suite ou. Enfin, de toute façon, la suite était en chantier. Mais enfin, je ne sais pas, j'ai pas remarqué. Parfait. Eh bien, écoutez, Cinéphage, je te laisse commencer sur ce Mille et une pattes, cette deuxième production Pixar. Eh ben, je suis triste. Non, Je je suis pas triste. Je suis triste parce que c'était un des Pixar que j'adorais enfant. J'avais une version de Tilt et tout ça.
il a perdu son bras, je ne sais pas combien de fois, on a dû recoller son bras, je ne sais pas combien de fois. Et en fait, voilà, j'ai été fasciné par ce film. Et à la revoyure, je me suis beaucoup ennuyé, en fait. Et je trouve ça dommage. Mais alors, le film ne se cache pas d'être une revisite totale des 7 samouraïs, hein, en plus de s'inspirer de la saga Sauterelle. Parce que bon, on retrouve ce côté de un village, une menace qui plane sur ce village au bout d'un certain temps, et du coup, une personne s'en va du village pour aller trouver une équipe pour aller les défendre. Enfin voilà, c'est les 7 samouraïs. Les 7 personnaires ensuite, etc. Il y a quand même pas mal de péripéties, il y a quand même un certain charme dans ce que l'on voit, dans l'animation quand même, un charme des premiers Pixar. Mais je trouve que ça reste quand même un Pixar ultra mineur, parce que les personnages en soi, il y en a énormément, et je trouve que très peu te restent en tête, de par leur personnalité, voilà, qui sont assez anecdotiques pour la plupart. On se souvient de Heimlich, parce que voilà, c'est la chenille allemande qui parle comme ça, et qui est très drôle. On se souvient de Tilt, voilà. Mais la personnalité, voilà, par exemple, j'ai oublié son nom, la princesse. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La princesse. Non, je sais plus. Voilà. Moi, je peux pas te dire parce que moi, je me souviens jamais des prénoms, même dans les films que j'adore. Donc, et voilà. On se souvient en plus, de Couette. ouais, de je Couette, m'appelle Couette. de Marcel pour la coccinelle. Voilà, mais sinon. Le borgne, quand même, il fait peur le Oui, borgne. le borgne, ouais. Mais enfin, je sais Ça pas. fait quand même déjà pas mal de persos, hein, en vrai, que tout le monde se rappelle. Oui, non, mais je veux dire, à l'inverse Toy Story, tu te souviens Tu te rappelles tous de tout. Oui. De tout. Et je parle que du premier, on se souvient de tout. Et c'est un film qui est à beau revoir, mais tu es émerveillé parce que chaque scène, c'est un rythme extraordinaire. Là, Mille et une pattes, t'as quand même une grande partie où tu t'emmerdes un peu, quand même, je trouve. Et c'est ma plus grosse déception parce que c'était un film Pixar que j'adorais, que je considère même comme étant quasi parfait. Et en fin de compte, je me dis que non, c'est un bon Pixar, mais voilà, par la force du temps, il a perdu de sa saveur. Et bah, de mon côté, c'était l'un des 2 seuls Pixar que je pense ne pas avoir vu dans ma vie. Et oui, ça peut être possible, hein, j'ai beau être fan du studio, j'ai pas tout vu. Alors, le deuxième que je n'ai pas vu, on en parlera plus tard, bien plus tard, c'est Le Monde de Dory, que je n'ai toujours pas vu. Et oui, voilà, écoutez, pourquoi pas. Et Mille et une pattes, alors si je l'ai vu il y a extrêmement longtemps, mais genre à un point où je me rappelle vraiment plus. Du coup, je l'ai un peu découvert finalement avec ce visionnage. Et je te rejoins sur un point, c'est un Pixar assez mineur au final. Il y a tellement de films dinguissimes dans le studio que si tu fais le bilan entre guillemets des films Pixar, c'est l'un de ceux qui ressort le moins dans les favoris ou dans les choses, ce genre de choses. Même si j'ai quand même vraiment bien apprécié le film. Alors tu sens qu'évidemment que l'animation 3D, on était encore un petit peu au début et c'est parfois légèrement, tu sens que dans les textures c'est un peu lisse ou ce genre de choses, mais c'est jamais vraiment dérangeant quoi. C'est tout pile ce qu'il faut. Surtout que certes les personnages sont pas des personnages auxquels ils sont inoubliables ou quoi, mais ils ont pour eux d'être déjà assez facilement attachants pour le groupe, enfin pour les personnages, le personnage principal et aussi Couette. Ça marche bien. Et surtout ils sont drôles, je trouve. Je trouve que le film est vraiment drôle dans ses dynamiques de personnages, surtout parce que c'est des personnages assez uniques en leur genre. Moi, c'est vraiment le personnage de la coccinelle qui est doublé par Patrick Poivet, qui est le doubleur actuel de Bruce Willis. Moi, j'étais mort de rire. Mais vraiment, je trouve que ça marche tellement bien. Ça se crée un décalage qui est super cool avec la chenille aussi, vous l'avez dit. C'est vrai que les autres personnages sont un peu plus bon, on les oublie un petit peu, les autres acolytes. Mais voilà, il y a le même même problème. Hein. En fin de compte, je pense que ça vient peut-être de l'histoire. Hein. Tu peux pas tu peux pas développer 7 personnages, c'est pas possible. Et pourtant, les 7 samouraïs, ça durait plus de 3 heures. Mais voilà. Effectivement, c'est quelques personnages assez oubliables, mais au moins l'humour fonctionne. C'est pas un film qui est extrêmement émouvant ou quoi. Je pense que c'est pas tellement le but de toute façon. Même si je note, alors pas dans l'émotion, mais plus dans la construction du film, je trouve ça intéressant le côté où les fourmis vont à la fin se rebeller ensemble
Ils vont se rebeller contre un système qui les oppresse depuis le début. Il y a un côté raconter une société, une micro-société pour ensuite évidemment faire un parallèle avec éventuellement notre société à nous. Il y a quelque chose qui fonctionne bien à ce niveau-là. Et toute la séquence finale marche bien, notamment quand la pluie arrive. Je trouve que ça marche très bien. Ça crée une. T'as vraiment l'impression qu'ils mettent des bruitages comme si c'était des bombes qui tombaient vraiment du ciel. Et ça marche vraiment bien, je trouve. Donc la musique aussi est super cool. Je crois que c'est le même compositeur que Toy Story, si je dis pas de bêtises. C'est Randy Newman, je crois, si je dis pas de. Oui. Je crois que c'est ça. On reconnaît la patte, hein. Mais c'est vraiment une patte qui est très agréable, très nostalgique un peu. Quand tu entends cette musique, tu sens que tu es dans un ancien Pixar, quoi, dans l'un des premiers qu'il y a eu du studio. Non mais attends, t'as ressenti de la nostalgie alors que tu l'avais jamais vu? Mais non, mais en fait, vu que c'est très proche de Toy Story, j'avais l'impression d'être vraiment dans une sorte de Toy Story assez similaire dans la musique. En fait, ce type de musique que nous fait Randy Newman, ça me rappelle c'est Toy Story, donc les premiers dessins animés Pixar, c'est tout bête. Et je noterai un dernier truc extrêmement drôle, je trouve, les bêtisiers. Oui. Les bêtisiers durant le générique, c'est hilarant, je trouve, mais c'est extraordinaire comme idée de réussir à créer des gags purement visuels où ils font genre qu'ils sont en train de se filmer, etc., que c'est des acteurs, c'est super super drôle. Du coup, quand j'étais petit, je pensais vraiment que voilà. Bah forcément, t'y crois du coup. Tu crois que c'est des acteurs? Je te comprends. Quand j'étais petit, je pensais que Peter Pan c'était un acteur et ils avaient mis un radiateur derrière pour le faire voler. Non, bah pas à ce point quand même. Si. Ah oui, t'es allé loin. Oui, j'allais loin. Non, mais c'est qu'en fait, je me disais, il ne peut pas voler, mais c'est un acteur. Donc il faut que je trouve la solution de comment il. Ah, mais le gars, il est pas du tout dans la magie du film, quoi. Ouais, c'est des acteurs. Voilà pour ce qui est de Mille et une pattes, c'est un film que j'ai pris plaisir à regarder. Je trouve qu'il même encore aujourd'hui, il se suit avec plaisir. Mais c'est vrai que bon, je pense que quand on fera le bilan de ce marathon, ce sera clairement pas le film qui va le plus ressortir dans les tops. Non. Quoi. Voilà. Par contre, fait important, c'est qu'on est arrivé au stade où, voilà, c'est un film que j'ai vu au cinéma. Voilà, on est arrivé au stade d'un vidéo. Maintenant, on peut dire, ça, je l'ai vu au cinéma. Et ça, j'étais pas né. Voilà. C'est, je crois, le deuxième film que j'ai vu au cinéma de ma vie. Et toi, Mélanie, est-ce que c'est un film coup de cœur de ton enfance? Non. Non. Non, oui, c'est vrai que ça va pas être dans les coups de cœur, mais je sais oui que c'est pas le plus légendaire des Pixar, le plus connu. Je pense que même quand on te dit alors quel film Pixar t'as vu, tu l'oublies un petit peu. Mais c'est un film que je prends toujours plaisir à revoir. Je l'ai quand même pas mal vu petite, je l'ai pas mal enchaîné. Et de le revoir un peu plus grand, un peu plus adulte, ça me fait toujours plaisir. Je rejoins Cinéphage sur le côté, c'est un petit peu long, ça a un peu vieilli, ça manque peut-être d'action, ou voilà. Mais moi j'ai bien aimé passer ce temps-là dans cet univers, avec les insectes. T'as quand même une phase d'action avec l'oiseau, avec... Enfin, oui, l'oiseau qui veut les bouffer. T'as la phase d'action où il faut quand même gruger les sauterelles. Est-ce que le plan va marcher ou pas? Et en fait, ça marche, et en fait, ça marche plus. Et t'as la pluie. Enfin, ouais, il y a quand même beaucoup de choses, surtout sur la fin qui se passe. Ça monte un peu crescendo. Et moi, j'aimais bien découvrir comment ils ont construit l'univers des insectes, comment ils ont aménagé un objet du quotidien pour nous, et qui est en fait un lieu de vie pour insectes. Et je trouve ça marrant que Pixar, voilà, même avec Toy Story, au final, ils aiment bien jouer avec les grandeurs, avec des tout petits insectes, faire des grandes tiges, faire t'es dans une boîte de conserve et en fait t'es dans un bar entier. Enfin, voilà, je trouvais ça sympa. J'ai passé un bon moment dans cet univers-là, quoi. Et j'aurais presque redemandé un 2 juste pour être dans l'univers de la fourmilière. D'être avec les insectes, quoi. C'est plus ça qui me hype avec ce film-là. Donc effectivement, il est très oubliable presque, mais je trouve qu'on passe un bon moment. Très bien. Ça sera tout. De toute façon, c'est le sentiment global. J'ai l'impression c'est que c'est un film qui, je dirais pas oubliable, mais en tout cas qui sera oublié, on va dire, dans la globalité de l'œuvre de Pixar. Mais ça reste un film d'animation qui reste tout à fait divertissant, drôle, avec beaucoup d'idées, avec encore une fois, c'était les débuts
de l'animation 3D chez Pixar et ça reste un film qui, encore aujourd'hui, certes, tu sens le temps qui passe, mais ça va. C'est pas du tout honteux ou quoi. C'est tout à fait regardable, largement. Oui. On passe à la suite avec un film qui, je pense, va beaucoup plaire à certaines personnes ici. Ah voilà, je vois que les deux sont complètement heureux de venir à ce film. Nous allons parler d'un film Disney absolument culte, là encore, qui a marqué beaucoup de personnes. Je parle bien évidemment de Tarzan. Walt Disney Pictures a l'honneur de vous présenter le plus grand dessin animé familial de l'année, le classique de Disney, Tarzan. Disponible en vidéo et DVD. Donc, Tarzan, sorti en 1999, aussi bien aux États-Unis qu'en France. C'est donc un film d'animation Disney, comme je l'ai dit juste avant, qui est assez culte, même carrément culte, je pense que nous pouvons le dire, un film qui a marqué beaucoup de générations. Mon cher cinéphage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce classique de chez Disney? Sur celui-là, je peux en dire. Vas-y. La production a commencé en 1995 et terminée en 1999, donc 4 ans, et ça se voit. Le film a été réalisé par Kevin Lima, réalisateur de Dingo et Max. Sympa de voir qu'on est parti sur la confiance. Dingo et Max qui était une très très bonne surprise et que moi j'aime beaucoup. Et c'est bien de lui avoir confié ce projet. Le prologue à la base, le prologue du film qui est très impactant et on reviendra plus tard. Il va me faire chialer au bout de 2 minutes, alors que ce n'était pas du tout le cas quand j'étais petit. Le prologue devait montrer de manière assez effrayante la mort du père de Tarzan par Sabor. Voilà. Alors que dans le film, la mort est montrée, n'est pas montrée. Voilà. Oui, mais ça On voit suffit, juste- ça suffit. Ça suffit. Oui. Mais voilà, mais ça aurait pu être encore plus trash. John Clayton, est-ce que vous avez vu le film Greystock, l'une des meilleures adaptations du mythe Je de ne l'ai pas Tarzan? vu, mais je connais. Excellentissime. Et bien en fait, John Clayton, normalement dans le livre de Edgar Rice Burroughs, c'est le vrai nom de Tarzan. C'est son nom de naissance. Le personnage de Clayton n'existe pas, c'est une invention de Disney et ils l'ont appelé Clayton pour avoir justement ce lien. Phil Collins chante en anglais, français, espagnol, allemand et italien pour ce film. Voilà, donc un vrai bonheur pour les oreilles. J'ai hâte d'écouter la version allemande de Phil Collins. Tony Hawk, le grand skateur que tout le monde connaît, a inspiré les mouvements de Tarzan qui surfe dans les arbres. Voilà, ça sent bien. Et enfin, les ayants droit de Edgar Rice Burroughs ont depuis limité l'accès à Disney de l'utilisation de ces personnages. C'est pour ça que vous n'avez pas véritablement de nouveaux goodies, de nouvelles sorties liées au personnage de Tarzan. Vous n'avez plus rien. C'est un peu dommage. Voilà. Mais moi, le film a été un succès. Moi, je crois que j'avais Kala en jeu dans McDo. Dans un McDo. Ah bah oui, à l'époque, oui. À l'époque, oui. Mais j'avais Kala, je crois. La mère de Tarzan. Enfin, la mère singe, du coup. Bref. Et est-ce que c'était un succès tonitruant ou un succès? C'était un succès tonitruant. Il me semble que sur cette année-là, c'est le 4e plus gros succès de l'année. Il doit être juste derrière Mille et une pattes, il me semble. Juste derrière ou juste devant, je ne sais plus. Je crois qu'en France, il a mieux marché que Mille et une pattes. Ça reste un très gros succès. Les gens étaient extrêmement impressionnés par la qualité de l'animation. On en reparlera, de la fluidité, tout ça. Et puis aussi les chansons. Ce film est une machine à tubes. Effectivement. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite commencer sur ce classique de chez Disney, Mélanie ou Cinéphage? Je vous laisse vous en donner un cœur joie. Allez, Mélanie. Ensemble, il est superbe. Voilà. Moi, c'est un de mes préférés Disney. Chaque fois que je le revois, je fais ah ouais, quand même, il est super bien quand même. Ah ouais. Tout est super, la musique, c'est tout épique, c'est touchant. Et il est beau, quoi, vraiment. Tu parlais de fluidité, effectivement. T'as les scènes dans les arbres, je crois que c'est mes préférés. C'est hyper fluide. T'as de l'action et tout. Il est vraiment top comme film. Les dessins sont beaux. On est quand même dans des paysages aussi splendides, quoi. Vraiment bien. On se croit vraiment. Enfin, on est à fond dans la jungle, quoi. Et la scène de l'eau, dans l'eau aussi, c'est quand même assez joli quand il va au fond de l'eau. J'adore le personnage de Kala, donc la mère singe de Tarzan.
Je la trouve hyper touchante. Et ouais, dès la première chanson, à chaque fois, j'ai une minute où je chiale. À chaque fois, ça me déclenche. C'est dans la chanson, tout début, quand il dit là-bas, entends la voix qui t'appelle. Là, je chiale à chaque fois. Et quand elle se met à courir chercher le bébé, vraiment. Demande une seule famille. Laisse ton cœur. Il est parti. Hein. Voilà, Et- ouais. Nanana. J'aime beaucoup aussi le personnage de Jane. Vraiment, ils ont fait une femme très nature, très un peu faux-folle et tout. Et je trouve que ça match très très bien quand même pour tomber amoureuse d'un homme sauvage. Elle est vraiment top, quoi. Elle est vraiment très gentille et très rigolote. Le père aussi, d'ailleurs, je trouve assez drôle. Et on sent les deux, on sent qu'ils sont vraiment émerveillés par les gorilles. Ils sont dans le respect des gorilles aussi. Et vraiment, je les trouve chouettes comme personnage. Ça contraste bien avec Clayton, qui, dès le début, quasiment dès le début, on sent qu'il veut juste se faire du fric avec. Et voilà. Tarzan est aussi très touchant. J'aime bien comment, au début, on prend quand même le temps de voir son enfance, de voir sa construction, de voir comment il devient un homme et comment il veut devenir le fils de Kerchak, quoi. Et moi, alors, j'aimais pas du tout Kerchak quand j'étais petite. Je le trouvais vraiment antipathique, méchant gratuitement, quoi, qui voulait pas accepter Tarzan. Et maintenant que j'ai grandi, on remarque en fait des regards, des détails où Kerchak commence à flancher. Et au final, il a toujours accepté Tarzan dès le début, quoi. Et voilà, ce qui rend encore plus sa mort tragique, quoi. Mais voilà. Et c'est juste un petit bémol, c'est si Tarzan devient le chef des gorilles, comment ils vont faire pour se reproduire? Mais sinon, c'est tout. Oui, mais bon. Enfanter toutes les autres mamans singes, quoi. Parce que, Oui, mais bon, il y en a d'autres. Il y a d'autres gorilles là, donc. Ouais, c'est ils vont bon. se Bah non, il y a reproduire. que des femelles. Tu rigoles ou quoi? Il y a que des femelles. Il y a que des femelles, t'es sûr? Ah si, il y a des petits gorilles, mais bon, ils sont. Bah ils sont oui, encore oui. jeunes, quoi. Bah oui, oui. Ouais, ils attendront un peu et puis voilà. Non, mais il y a d'autres gorilles. Il y a d'autres gorilles. Non, mais voilà. Non, mais sinon, c'est une très chouette histoire et il y a quand même beaucoup d'action aussi. C'est bien rythmé, ça bouge bien et voilà. Ok, très bien. Alors de mon Très côté, je l'avais également pour le coup déjà vu ce Tarzan. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'était pas un Disney qui m'avait particulièrement marqué quand j'étais jeune, à titre personnel. Non pas que je trouvais également très très bien dès le début, mais c'est juste que bon voilà, c'est pas celui avec lequel j'ai le plus grandi ou quoi. Mais à le revoir, bah, c'est toujours très bien comme dans mes souvenirs, c'est excellent. Enfin, c'est surtout excellent, ça m'a frappé à quel point surtout la maîtrise de l'action était particulièrement bonne dans le film. Parce que comme tu l'as dit Mélanie, les scènes où il se balade à travers la forêt pour essayer d'échapper au gorille qui pose problème à ce moment-là, c'est vraiment en termes de montage, en termes de musique, en termes d'animation, et absolument tout est parfait dans ces scènes-là. Vraiment, je n'ai rien à redire. Il y a une maîtrise de tous ces codes-là qui est assez bluffante et qui rend la scène particulièrement épique. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. L'animation qui en général est absolument magnifique. Alors là-dessus, c'est absolument nickel. Je noterai aussi qu'au tout début, on a l'apparition du logo Disney de façon assez jolie, puisque ça apparaît sur une pierre qui est illuminée par un feu qui passe à côté. Ça fonctionne. Ça te met directement dans l'ambiance du film. Ça fait peur. Oh, ça fait peur. D'ailleurs, c'est aussi là que le film ressort, c'est qu'il y a des scènes qui sont assez dures et effrayantes, même, je dirais, pour certains enfants. Mais il y a l'introduction, déjà, où tu comprends que ses parents se font tuer. Effectivement, je pense que ça doit marquer très très fort. Mais c'est surtout pour moi un plan qui est extrêmement glauque, j'ai envie de dire, où tu vois du coup le personnage de John Clayton, si mes souvenirs sont bons, qui du coup, à force de se démêler et qui n'accepte pas l'aide de Tarzan, finit par se faire pendre par les lianes qu'il y a autour de lui. On voit un plan avec l'éclair où tu vois clairement que si t'es enfant, tu ne comprends peut-être pas complètement, mais tu comprends quand même. Bon bah voilà, c'est l'essentiel. Bon bah voilà, un plan en tout cas qui marque assez fort, quoi. Voilà. Ah ouais, ça fait partie des morts de Disney quand même qui sont assez impactantes, où le méchant se tue lui-même en plus et c'est vraiment cette urgence, c'est Tarzan qui est là, mais qu'est-ce que tu fais et d'un coup, boum, et en fait il est mort. Et vraiment, ouais.
Ça m'avait marqué. Voilà. Une mort qui résume bien le personnage, qui n'a voulu que penser à lui-même, entre guillemets, il n'a pas accepté l'aide des autres, tout ça, et on montre que c'est une mort qui fonctionne bien à tous les niveaux, aussi bien visuellement que narrativement. Mais en plus de cela, on a un très bon humour, le film est très drôle, vraiment avec beaucoup de personnages marquants. Effectivement, alors je ne me rappelais pas, du coup, évidemment je ne me rappelle pas, parce que forcément j'étais tout petit, donc comment je pouvais savoir, mais savoir que Muriel Robin apparaît dans le film, ok, pourquoi pas. Enfin, mais elle fait apparaît, du très bon... double, un personnage. Double. Parce que là, oui. Il y a Muriel Robin qui débarque en disant, voilà, la décision. Il est vivant. Vous m'aurez compris. Mais voilà, elle est excellente dans le rôle, et c'est surtout, alors c'est Valérie Lemercier. Lemercier. Alors là, par contre, j'avais même pas remarqué. J'avais même pas remarqué que c'était elle. Autant je la connais, enfin je la connais pas personnellement, mais je veux dire, je la connais en tant qu'actrice, ça m'a pas frappé. Je trouve vraiment qu'elle fait un travail assez formidable. On a aussi des acteurs assez habitués au milieu du doublage. Il me semble que Tarzan, il est doublé par un acteur qui est assez récurrent chez Disney. J'avais vu le nom, j'ai dit oui, on le voyait beaucoup, mais je me rappelle plus de son nom. J'ai pas envie de l'écorcher. Je sais plus, mais oui. Je crois que c'est Jacobi. Et Emmanuel Jacobi. Ouais, c'est ça. C'est le doubleur de Simba. Mais en tout cas, il fait du super boulot, et de manière générale, il y a le doublage réussi, message sur la nature qui fonctionne bien là encore. Voilà, c'est pas un film qui me fascine plus que ça, à titre personnel, mais clairement, je peux presque rien lui reprocher parce que l'action est bonne, l'animation est bonne, la musique est bonne. Effectivement, Phil Collins en français, que du bonheur, j'adore. L'histoire est à la fois tragique, poignante, drôle, avec des personnages attachants, etc. C'est un divertissement 4-5 étoiles. Voilà, tout ce que vous voulez, c'est vraiment l'un des meilleurs Disney très facilement qui est sorti, je pense, le studio. Voilà. Mon cher cinéphage, pour finir, je t'en prie. Et oui, pour finir en plus cet âge d'or des années 90 de Disney, je trouve que il est extraordinaire ce film, et je crois que je le vénère de plus en plus à chaque visionnage. Il faut savoir d'ailleurs que cette VHS ne marche plus. J'ai trop vu le film. Voilà. Il faut aussi savoir que quand on était jeune à l'époque, en 99, ça se disait qu'il fallait vraiment pas trop le voir si t'étais jeune et tout ça. C'était vraiment à déconseiller. Les parents et tout ça se disaient non, mais moi, je me souviens que je crois que c'est mon premier film vu au cinéma, celui-là, par contre. Je me souviens l'avoir vu au cinéma, et justement avec le Tarzan qui se déchire, la première image et tout, dans l'arbre. J'étais là, mais c'est un film qui fait peur, j'ai pas le droit et tout. Alors que moi, c'est l'inverse. Je me souviens de n'y être pas allé, et que du coup, c'est ma sœur qui y allait, et que moi, du coup, j'étais assigné à résidence. Et pour compenser cela, en attendant la sortie de cette VHS, je crois que j'avais en bouquin 5 ou 6 versions de ce Tarzan-là. Et j'infligeais, c'est le mot, j'infligeais à ma grand-mère de me raconter les 6 livres à la suite. Du coup, ma grand-mère a un syndrome PTSD. Si vous lui parlez de Tarzan, elle fait « Ah, quelle horreur !» Elle n'en peut plus. Ça m'amuse. Elle en peut plus d'avoir son cul à poil à Tarzan. Mais oui, mais j'avais même, et alors ça c'est vraiment collector, parce que vu que voilà, dans ma famille on était dans la mécanique et tout ça, j'ai même un livre de Tarzan où derrière c'est marqué sponsorisé par Opel. Voilà, ça, c'est pour vous dire le truc qui n'a aucun rapport, mais enfin voilà. Et t'étais tellement fan que tu te trimballais en peau d'animaux aussi? Non, j'avais une veste. T'as essayé de grimper aux rouge arbres? à capuche. Une veste rouge à capuche avec Tarzan derrière. Enfin voilà, c'était l'euphorie. Et Mille et une pattes, j'ai oublié de dire, mon premier cartable d'école, c'était Mille et une pattes. Il était ultra kitsch. Revenir sur Tarzan, c'est un film que j'adore. Déjà, oui, comme vous l'avez dit, c'est un film extrêmement fluide, extrêmement puissant dans son action. Il y a la séquence qui est vraiment monumentale, c'est lorsqu'il s'échappe des singes avec Jane, où il la saute, mais non, il la fait sauter de liane en liane et tout ça, il la rattrape et machin, elle tombe, enfin, c'est extraordinaire. Ça n'arrête pas, le rythme est dingue, ils finissent dans un arbre creux, ils remontent, enfin, c'est complètement ouf. Et ensuite, ça finit par une séquence calme, mais d'une puissance émotionnelle où les deux se regardent, et il la fait rire et tout ça, et c'est là aussi qu'on voit le talent de doubleuse de Valérie Lemercier, où elle se met à rire, dégage. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc qui est
très très bon dans le rythme de la voix qu'elle apporte. Et puis, ce moment où il touche les mains, mais c'est magnifique, c'est puissant, et la musique. C'est d'une beauté, et là aussi, l'autre sommet émotionnel, c'est quand à la fin, ils se séparent, et finalement, elle se dit, non, mais pourquoi je pars, quoi? Mais oui, ce qu'aurait dû faire John Smith, con, voilà. Mais bon, il était blessé. Bref, mais voilà, Tarzan, c'est un sommet d'humour. Tantor qui est extrêmement drôle, surtout gamin. Maman, est-ce que t'es sûr que cette eau est bien hygiénique? Es-tu sûr que cette eau est très hygiénique? Vraiment, on retombe sur l'idée de l'éléphant qui a peur de plus petit que soi. Enfin voilà, c'est très amusant. Clayton, piranha! Mais c'est quoi? un piranha. Et Clayton qui est vraiment un méchant mais extraordinaire parce que il a ce côté sournois et d'avoir une sorte de phase de séduction, c'est-à-dire qu'il va pas se montrer méchant avec Tarzan tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant, et de vraiment devenir le parfait connard. Et Tarzan qu'il prend en modèle finalement, parce que c'est le seul homme à peu près de son âge qui prend en modèle pour être un homme civilisé. Ils ont à peu près la même taille et tout, la même carrure à peu près, donc voilà. Et la fin, ce plan, parce que voilà, j'aime bien parler des plans. Vous vous souvenez du plan Bossu de Notre-Dame, tout ça, la mort, les marches, tout ça. C'est du cinéma, donc. Là, on a pareil. On a le plan, bam, la nuit, les éclairs, la machette qui fait tchac, et là, l'ombre de pendu, et la réaction de Tarzan, mais tu fais, mais oui, c'est extraordinaire, c'est formidable. J'adore toujours autant imaginer Cinéphage dans sa taille. Mais oui. Ah ouais, mais je suis, et moi je suis comme ça, mais oui, ça. En vrai, je pense que ça m'arrive juste 2-3 fois, on va dire, dans l'année, de faire ça, genre vraiment devant un film où je me dis, mais c'est dingue, mais c'est pas possible, comment c'est pas ce qui se passe? Oui. Mais toi, tu fais ça devant tous les films. Mais non, pas tous les films. Non, mais là, on tape dans le bon quand même. Donc là, forcément, je suis en train. Mais oui. Et genre pour Pocahontas, tu fais, mais non. Pocahontas 2. Les musiques sont extraordinaires. Phil Collins, c'est une machine à tube. Émotionnel aussi par le personnage de Kerchak, parce que voilà, le film, alors que ce n'était pas le cas quand j'étais enfant, l'enfant qui était en moi, il y avait beaucoup de frissons et tout ça, mais maintenant le film me fait chialer ma race. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à chialer au bout de même pas 2 minutes de film, quand je vois la réaction de Kala, quand tu entends parce on assiste quand même à la mort de son fils au début du film. Le film commence comme ça. C'est vraiment un film qui suggère la violence, mais sans l'édulcorer. C'est-à-dire que la violence est là. Certes, tu la vois pas directement, mais voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est la jungle, c'est dangereux. Et Sabor est extrêmement effrayant. Donc voilà, il y a des points de vue émotionnels au début où c'est vraiment très touchant. Et puis la construction du personnage de Kerchak, et c'est un magnifique personnage. Et à chaque fois, quand à la fin il dit mon fils, ben voilà, moi je suis allez, c'est bon. Le bateau coule, tout coule, et ça, c'est voilà, je pleure comme pas possible, c'est horrible, non mais c'est affreux. Moi je pleure pas parce que j'ai pas de cœur. Non, mais de toute façon. Non. Je ne suis pas père, mais je pense que quand je vais être père, ça va être absolument affreux, parce qu'en fait, quand j'anticipe ce genre de truc dans les films, que ce soit dans Interstellar, où tu as du coup la fille de Matthew McConaughey qui dit à la fin, je savais que mon père allait revenir. Voilà. Et puis Logan, je me souviendrai toujours de Logan quand je l'ai vu au cinéma, j'ai vu la relation se développer entre Logan et X-23, et que je me disais, si à la fin elle l'appelle papa, je vais mourir. Et à la fin, elle fait papa, et je fais allez, c'est bon, je rends les armes. Retenez qu'il vous suffit d'un seul mot pour. Ah ouais, non mais en fait, je trouve que il y a rien de plus fort en dehors des sentiments amoureux. Il y a rien de plus fort au cinéma que ce soit les liens paternels complexes où tout se fait dans le silence. On refuse de s'accorder ce lien, cet amour
maternelle ou paternelle. Et lorsqu'enfin on ose dire les mots, mais je trouve qu'il y a une telle puissance, mais c'est Ou même inversement, dingue, quoi. d'ailleurs. Parce que moi, quand tu me dis ça, ça me fait penser bon, au moment où on tourne cette vidéo, il est sorti il y a à peine un mois, mais le robot sauvage, il y a un peu de ça aussi, dans le côté... Oui, mais oui. Mais c'est Oui, l'inversé, oui. là. C'est plus le fils qui doit accepter sa mère. Mais Mais c'est pour ça aussi que le robot sauvage est chez les Maras. Mélanie en est témoin. moi aussi. Là, pour le coup, j'avais un gros cœur. Voilà. Voilà. Et même Malicia, je m'en souviens toujours parce que moi, je commençais à chialer vers le milieu du film, je commençais un peu à pleurer. Et je me dis, je vais me cacher parce que je pense que je dois être le seul con à pleurer. Et j'entends Malicia qui fait « Ah, les cons !» Et là, je fais « Oui. Le robot sauvage, chef-d'œuvre. Voilà. Ouais. Mais moi, Et, j'ai pas tant chialé, j'étais entouré de gens en larmes, quoi, j'étais bon. Ah ouais, non, ouais. Et du coup, Tarzan, du coup, maintenant, c'est un film qui me fait beaucoup pleurer, malgré le fait que ce soit pas qu'un film sur dramatique, hein, vraiment, c'est un film qui est d'action formidable, comique formidable, vraiment, c'est... Je peux le dire maintenant, je le considère vraiment comme un immense chef-d'œuvre chez Disney, et il clôture cette décennie des années 90 de la plus belle des manières. Mais on verra que le prochain film Disney officiel ne sera peut-être pas aussi réussi que Tarzan. On en parlera dans la prochaine émission, parce que en attendant, pour finir cette 10e partie, et oui, Disney encore une fois, mon Dieu, c'est incroyable, cette 10e vidéo sur Disney, nous allons parler une nouvelle fois d'un Pixar, et oui, un deuxième Pixar dans cette vidéo, et pas des moindres, puisque nous allons parler de la suite du tout premier Pixar, bien entendu. Nous allons parler de Toy Story 2. Mais ils voudraient bien rentrer chez eux Bonjour, je suis Barbie hôtesse. Patate mariée, je suis marié avec une patate. en un seul morceau. Woody, Buzz, Toy Story 2, En route, pile poil, mon fidèle coursier. en cassette vidéo et DVD. Donc, Toy Story 2, sorti en 1999 aux États-Unis et en 2000 en France, et oui, Avec RTL. avec RTL, évidemment, sur la jaquette sur cette VHS. C'est le troisième film de chez Pixar, la suite de leur premier film Toy Story qui avait déjà été un grand succès. Est-ce que ça a encore été le cas avec ce film? Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Mais mon cher cinéphage, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la création de ce deuxième volet? Oui, alors il y a beaucoup de choses à apprendre de Toy Story 2. La première chose, c'est que la production du film que vous avez sous les yeux a commencé en 1998. Et là, dans votre tête, vous dites attends, quoi? Le film est sorti en 99, ils ont commencé la production en 98, ils ont fait le film en un an. Oui. Parce que le film a dû être refait de 0 en 7 à 8 mois, car la première version ne plaisait pas du tout aux producteurs. Et du coup, au moment de la sortie de Mets une patte, donc vraiment à la sortie de Mets une patte, ils sont lancés dans Toy Story 2. Et pourquoi cette version ne leur plaisait pas? Parce que le film à base devait être une suite direct ou vidéo faite par Disney. Et l'histoire était apparemment particulièrement mauvaise. Et du coup, Pixar a dit non, mais on reprend tout et on fait tout. Ils ont fait ça en 7 à 8 mois. Non, mais c'est voilà. incroyable. On en reviendra plus tard. Le film aussi, parce que continuer sur les péripéties, le film s'est détérioré sur les logiciels de création qui s'appelait je ne sais plus comment, et du coup à un point qu'une grosse partie du film avait disparu. En fait, vous avez un documentaire qui explique bien dans le Blu-ray, c'est qu'en fait le film s'est détérioré, c'est que vous avez des éléments qui disparaissaient. C'est-à-dire que pof, vous avez Buzz qui disparaissait, ensuite pof, vous avez Woody. En fait, littéralement, ils voyaient le film disparaître sous leurs yeux, quoi. Ce qui était extrêmement flippant. Et fort heureusement, une animatrice qui faisait du télétravail à l'époque, parce que elle avait des jeunes enfants, disposait d'une copie chez elle, et donc du coup, le film a pu être sauvé et sortir au bon moment en 1999, sinon ça aurait été un carnage monumental. Merci madame. Merci le télétravail. Merci le télétravail. Surtout qu'on se dit quand même que le télétravail en 98, ça devait quand même pas être ultra pratique. Elle devait avoir un monstre d'ordinateur. Ah oui, ce que j'avais dit aussi, ça doit être... Ça devait être une pièce, hein, le machin. Ouais, la frigo. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, il racontait que pour transporter la copie de chez l'animatrice jusqu'au studio, les mecs ils tremblaient dans la voiture, ils étaient là en disant il faut pas qu'on ait un accident, faut pas qu'on ait machin, vraiment faut qu'on s'en sorte. Franchement, ils devaient stresser, ça va être un truc de dingue. Et enfin, le film a gagné, ce qui est quand même assez rare pour le souligner, le Golden Globe de la meilleure comédie. Voilà. Ah ouais.
C'est-à-dire que cette année-là, Ok. le meilleur film de comédie, c'était Toy Story 2. Effectivement, c'est quasiment jamais arrivé qu'un film d'animation remporte une telle catégorie. Donc, Oui. parce que les Oscars, notamment, quand on se rappelle de La Belle et la Bête, et Tout à fait. d'autres exemples, je crois que Là-haut va être nominé aussi au meilleur film, si je dis pas de bêtises. C'est Mais possible. voilà. Ok, très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais d'ailleurs te laisser directement commencer sur ce Toy Story 2. Qu'en as-tu pensé? J'avais déjà vu Alors, dedans, eh ben, je l'avais vu au cinéma quand j'étais gamin et j'avais été soufflé par l'épique. Alors, maintenant, ça pourrait peut-être prétendre à sourire, mais la séquence de l'aéroport, mais j'étais comme ça tout du long, quoi. Et le moment où il pourchasse l'avion et tout ça, j'étais là en disant, mais c'est génial! Ah, voilà. Non, j'étais pas déjà comme ça. Dès qu'il était petit, c'est génial! Surtout que j'étais pas là en disant, putain, ça plante! Non, Mais non, oui, non. mais oui! Et juste, j'étais là en disant, voilà, c'était extraordinaire. Et c'était dingue. Et je trouve qu'il y a une énorme amélioration visuelle par rapport au premier film. Ce qui est quand même dingue, alors qu'il a été fait en 7 à 8 mois. Le film n'a quasiment... Enfin, on voit que c'est un film de son époque. Mais, franchement, il y a beaucoup moins de détails. On se dit, ah ouais, on voit que c'est balbutiement de la 3D. C'est aussi un film qui est miroir par rapport au premier, parce que là où le premier se consacrait à Buzz l'éclair, qui était persuadé d'être humain, là, véritablement, on rentre dans l'introspection du personnage de Woody, qui, du coup, se rend compte qu'en plus d'être un jouet, il est vraiment un personnage de collection, qui a une plus grande valeur et tout ça. Et aussi, on va se focaliser aussi énormément sur l'idée de l'abandon, mais cette fois-ci sur le personnage de Jessie. Séquence grosse chialade. Voilà, je trouve que c'est un film qui est une excellente suite. Est-ce que je vends la mèche tout de suite? Mais je reverrai les deux autres. Mais pendant longtemps, et peut-être que c'est encore le cas, pour moi, c'est mon Toy Story préféré. Je trouve qu'il est vraiment... il est parfait. En fait, il a les bons potards à chaque endroit, quoi. Il est dingue en termes d'action. C'est aussi l'un des derniers où le personnage de Buzz l'éclair a véritablement un intérêt et a sa propre histoire, parce qu'on va pas se mentir que Buzz l'éclair dans le 3 et le 4, voilà, on se rend compte que finalement la star ça reste Woody et Buzz l'éclair, hop. Et là le fait de le confronter avec ces autres versions de lui-même, d'avoir Zurg qui nous sort la fameuse phrase de je suis ton père, enfin voilà, c'est ultra référencé comme d'habitude et toujours aussi drôle. Et surtout, ce qui est dingue, c'est qu'il me disait que, enfin, gamin, j'étais vraiment là en me disant, oh, c'est sûr que c'est le père de Buzz l'éclair. J'avais pas vu de Star Wars à 4 ans, donc voilà. Et donc voilà, franchement, je pense que j'ai tout dit. Et je pense que l'un de mes premiers coups de foudre amoureux quand j'étais petit, c'était Jessie. Ah. J'avais un faible pour les cowgirls. Et aussi, j'ai une profonde affection pour le personnage de Pile Poil. Je trouve qu'il est tellement attendrissant, il est tellement mignon. Oui, il est mignon. Il parle pas, mais tu vois, quand tu le vois en train de pleurer, tu fais « Oh, mais le pauvre Pile Poil », voilà. Et la séquence où Woody est réparé, je trouve que c'est l'une des meilleures séquences d'animation de Pixar, et qui a un potentiel ASMR de dingue. Ah mais tu sais qu'il y a des... je sais que sur YouTube, il y a des vidéos ASMR de la scène de Toy Story 2. C'est un truc de dingue. C'est vrai que les bruits de pinceau, les petits trucs de tout ça, enfin tout est... Et vous avez remarqué que c'était le vieux qui joue aux échecs de Pixar? C'est le joueur d'échecs, ouais. Alors, je l'avais pas remarqué à l'instant T, mais maintenant que tu me dis, oui, c'est si, moi, dès que je connaissais pas petite, mais comme j'ai vu les courts-métrages de Pixar il y a pas très très longtemps... Qu'on a à la fin de la VHS de Gamepad, d'ailleurs. Ah oui, bah voilà. Et d'ailleurs, nous apprenons, hélas, que Tilt est mort avec Heimlich dans Toy Story 2, puisqu'ils décèdent dans le bêtisier du film. Ils se font extrêmement laminer la gueule. Donc voilà, Mélanie se demandait en disant est-ce qu'il y aura une suite? Il n'y a pas de suite, mais une patte. Voilà, la question est vite répondue. Et aussi, ce film a fait l'objet de censure suite à l'affaire Weinstein. Le saviez-vous? On a coupé, si vous regardez le film sur Disney+, on a coupé une séquence dans le bêtisier où vous voyez Papy Pépite dans sa boîte avec deux Barbies qui disaient ah mais je peux vous faire rentrer dans
Putain, je me Dans le rappelle. business, si vous le Je me souhaitez, rappelle de voilà. ce truc. Ah ok, il était plus dedans. Et voilà. Donc, Ça donc, me dit quelque chose aussi. Ce qui est, Oui, ça voilà, me dit donc quelque ce qui est, je trouve toujours un peu désœuvrant de censurer les films, surtout que ce n'est qu'une blague. Enfin voilà, surtout que c'est dans le bêtisier. Enfin voilà, bref. Donc je suis content d'avoir la version d'un Blu-ray du film où le film n'est pas censuré. Bah, je ne sais pas si quand j'achèterai le Blu-ray, est-ce qu'il y aura cette version-là. Après, s'il y a pas, c'est qu'un petit truc, c'est pas ultra C'est qu'un dérangeant. petit Mais, truc, mais c'est vrai que on peut se questionner sur l'utilité. Gamin, ça me faisait beaucoup rire. Ou aussi Papy Je pense Pépite, pas que ça on il renvoie un pétait dans sa message boîte. nocif. Ça, c'était quelque chose, ça aussi. Alors maintenant, ça me fait plus du tout rire, mais alors, tu te rends compte qu'à l'époque, quand même, les blagues de paix, les bêtisiers Pixar, il y en avait un truc incalculable. Dis-toi que Guillaume, même encore aujourd'hui, ça le fait rire. La bise. Allez, on salue Guillaume. C'était gratuit. Bon, enfin bref. Alors de mon côté, C'est pour notre ce qui est de Papy ce- Pépite à nous. Oui, on l'aime bien notre Guillaume, on l'aime bien. Du coup, de mon côté, Toy Story 2, bon évidemment je l'avais déjà vu lui pour le coup, c'est vraiment un film dont je me rappelle extrêmement bien, mais à le redécouvrir maintenant avec des yeux un petit peu plus d'adulte, dans une moindre mesure, je vous l'accorde, c'est quand même un film qui déjà en termes de suite est parfaite, en termes de suite, si je parle bien. Parce que ça multiplie les enjeux en gardant les mêmes personnages, en rajoutant du développement qui est bienvenu, et en gardant tous les ingrédients qui ont fait le succès du premier, mais en rajoutant un petit peu plus. C'est vraiment la recette parfaite d'une bonne suite. Comme Terminator 2 par exemple avec Terminator 1. Voilà, c'est toujours la même idée, un peu de surenchère, mais surenchère qui reste cohérent avec le premier. Ce qui fait que c'est tout à fait... c'est génial, quoi, on en redemande. L'animation, effectivement, a un gap technologique absolument dingue. Mais alors vraiment, surtout si tu me dis qu'en plus ça a été fait entre 7 et 8 mois, si je dis pas de bêtises, c'est ça que t'as dit ? Ouais. 7 et 8 mois. La séquence d'intro avec Buzz dans l'espace, Ah oui. elle est ouf. Mais oui. Non mais Surtout directement quand t'as t'es ça. gamin, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui. Tu te dis mais attends, mais il se passe un truc là, j'ai pas dansé le bon film. Attendez. Il y a Buzz, mais quand même c'est bizarre. Et le pire, c'est que le jeu vidéo a vraiment existé. Ils l'ont sorti en même temps que le film. Ah, je sais, je crois que je l'avais sur. Il était pas sorti sur PS1. Si, parce que il me semble si, à que- l'époque, oui. Parce que ça pourrait être PS2, sait-on jamais si je me trompe de génération. Ça Mais, n'existait pas en 99. là. Oui, bah, je suis d'accord, mais on sait jamais. Je n'ai pas une culture vidéoludique parfaite à ce point pour savoir les dates, je l'avoue. Oui. Euh, Nous l'avons vécu. Et- Ok, papifage. Voilà. Donc voilà, effectivement, dès le début, c'est impressionnant. Animation, musique aussi, dantesque, vraiment complètement. Tu te rappelles, même on parlait de la scène un peu ASMR, la musique de cette scène, je me rappelle parfaitement. Vraiment. Je vais pas le faire parce que je suis très mauvais pour le refaire, mais voilà. Ça marche très très bien et effectivement les nouveaux personnages sont géniaux. Jesse, Pitpoil et du coup personnage un peu plus vieux, je me rappelle plus de son nom, au vieux cowboy. Papy Pépite. Papy Pépite, c'est ça, oui c'est vrai. On a Siffly aussi. Oui. Ah, il est génial aussi. J'ai vu dans la rue. Quand il est au fond derrière les livres et qu'il est plein de poussière, ça fait trop de la peine. Il y a Hal. Il y a Hal. Cote. Qui est doublé par le doubleur de De Niro, au passage, voilà. Voilà, C'est- qui nous a quittés. c'est- Qui était un oui. immense double. À son âme. Jack France. Mais Voilà, c'est. Jack France. Voilà. Et ouais, Jesse, etc. Effectivement, la scène de flashback sur qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Alors là, par contre, autant Tarzan, aucune larme, rien du tout, parce que j'ai un cœur de pierre, mais alors là, j'étais pas complètement, mais j'avais fait. J'ai senti qu'il y avait une petite goutte là. J'ai fait, Donc cette séquence est géniale et de manière générale, vraiment, oui, tous les personnages ont vraiment une alchimie qui est quasi parfaite, vraiment, et tous sont à leur place. T'as jamais l'impression qu'il y a un personnage qui est en retrait, vraiment énormément comparé aux autres. Ils sont tous là pour faire l'humour qu'il faut. Et il y a des références Buzz en plus à des films. Buzz Ils l'éclair et sont Jesse. ensemble. Il a une double érection, c'est quand même important pour le. C'est vrai qu'à la fin du film, j'ai noté aussi la petite référence. Voilà. Bon. Mais ça sort d'où leur romance en fait? Ça sort dans les 30 secondes avant la fin du film. Mais non, mais. C'est bien. Oh, oui.
Mais non, mais c'est pas une romance, mais c'est une assurance. On fait bonjour, Je- mademoiselle, comment allez-vous? J'adore Buzz l'éclair quand elle est comme ça. Et elle, je sais plus ce qu'elle lui balance. Mais c'est vraiment un film qui est super drôle, quoi. Tout le temps, en termes de rythme, je crois que tu peux pas faire mieux. Il y a aucune scène achetée, il y a aucune scène. Toutes les scènes sont géniales. C'est un modèle de film d'animation et de suite. Du coup, on l'a dit précédemment, c'est Toy Story 2, c'est l'un des, je sais pas si c'est l'un des meilleurs Pixar, parce qu'en fait, il y a beaucoup de très bons chez Pixar. Donc, Moi, mais, c'est. mais dans tous les cas, c'est dans le bon, quoi, le très bon de chez Pixar. Il y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment excellentissime. Est-ce que c'est le meilleur Toy Story? Peut-être, mais j'avoue qu'il faudrait que je revoie le 3, parce que quand même, j'ai souvenir que le 3, Oui, bien sûr. il était pas mal quand même. Bon, Mais en termes pas. d'action, je trouve que le 2. peut-être, oui. Mélanie, je t'en prie, pour Toy Story 2. Oui, moi c'est mon préféré des Toy Story, le 2. Donc je dirais que oui, c'est le mieux, effectivement. Après, j'ai rien de plus à rajouter par rapport à vous. Moi, ma scène préférée, c'est la réparation de Woody. Vraiment, à chaque fois qu'elle arrive, je suis ah, trop bien. Et là, j'ai aimé de le redécouvrir au final, de tout redécouvrir. Même les petits twists, même le twist et tout, j'ai un peu redécouvert tout ça, donc c'était assez sympa. J'aime bien l'histoire parallèle sur Buzz qui change, avec j'ai encore perdu mon mot, je suis désolée, je suis malade donc j'ai un peu de mal. Avec un usurpateur, voilà. Oui. Ça fait des quiproquos très rigolos, quoi, voilà. Et par contre, il y a une scène un petit peu, un peu triste dans le sens où, triste et drôle, un peu pathétique, je vais dire. C'est quand les jouets se battent. Donc t'as Buzz et le méchant de Buzz qui se battent avec des faux trucs, quoi. Donc c'était un peu... ouais. Ils sont des lasers, il se fait ah. Tu fais un peu oulala. Bon, d'accord. Mais bon, ils sont un peu tournés en ridicule, donc c'est histoire de finir ce chapitre-là. Ils sont tournés en ridicule, mais ouais, c'est un Toy Story qui passe bien. Et par contre, vous, la scène qui vous a fait pleurer avec Jessie abandonnée, moi, ça m'a plus donné l'impression de culpabiliser les enfants de grandir. Parce que ça fait genre, elle n'a pas le droit d'évoluer, la jeune fille, est-ce qu'il faut qu'on s'occupe de nos jouets d'enfance toute notre vie? Enfin, ça faisait un peu, bon voilà. Après, ça fait écho à Woody, comment il voit aussi sa mission de jouet. Et je trouve ça très beau quand il dit, mais non, je veux voir Andy grandir. Et même si je finis poussiéreux et tout, je veux voir Andy grandir. Et ça m'a plus mis l'émotion, tu vois, que Jessie abandonnée. C'est de voir Woody dire, mais moi, je veux être là pour le voir évoluer. Et je sais pas, quand t'as des petits-enfants dans ton entourage, c'est vraiment ça, quoi. Alors oui, ils vont grandir, oui, ils seront pas petits toute ta vie à toi, mais ça sera beau de les voir quitter la maison, de les voir grandir, de les voir se marier ou quoi, et voilà. Ouais. Voilà pour ça. Sinon, je suis d'accord avec tout le reste. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pour ça que le message reste positif. La séquence de l'abandon est émouvante parce que ça reste un abandon. Mais après, le film te dit que finalement, c'est quand même bien qu'ils évoluent. Ouais. Juste, le film te sous-entend de ne pas oublier votre part d'enfance. Quoi. Il y a aussi le côté où ils veulent s'attacher au point de vue du personnage à fond, quitte à peut-être effectivement donner un sentiment de... Ah bah oui, forcément, on voit le... Mais en soi, d'un point de vue narratif, oui. C'est plutôt logique. Oui, je suis d'accord. Donc voilà pour ce qui est de Toy Story 2. Aussi, je me rappelle qu'une séquence qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand l'usurpateur de Buzz joue avec son père. Oui, c'est à ça que je pensais. Papa, youpi. On a tant de choses à rattraper. Ah oui, c'est génial. Moi j'adore, c'est Barbie hôtesse de l'air. Sur votre gauche, vous trouverez tout ça. Ça me fait beaucoup de rire. Elles sont bien aussi, les Barbie, elles sont marrantes, oui. Ouais. Et par contre, la scène avec Zorg et Buzz, ça va pas du tout avec si t'as vu Buzz l'éclair, le film, quoi. Ah oui, mais c'était pas... Non, alors c'est Buzz l'éclair qui ne va pas du tout avec Toy Story. Ah, oui, voilà. Oui, il faut plutôt dire ça. On a l'occasion d'en parler, mais Buzz l'éclair... Mais d'ailleurs... il y a ça, puis Rex qui cherche les codes du jeu vidéo. Oh là là, ça fait beaucoup de rire. Et il y a une réplique non pas tirelire de... Comment c'est déjà? Bayonne, oui, Bayonne.
Comme le jambon. D'accord. T'as Bayonne qui se viande, et du coup, t'as toutes ces pièces qui tombent, et là, t'as M. Patate qui se retourne, et t'as Bayonne qui dit « Alors, on se rince l'œil ?» Et puis, aussi, l'alchimie entre Monsieur Patate et Madame Patate, mais ça, c'est à mourir de rire, quoi. Il sera plus exploité dans le suivant, d'ailleurs. Parce que là, c'est au début et à la fin, mais dans le suivant, on aura beaucoup plus de scènes entre les deux. Ah, et les Barbie aussi, d'ailleurs. Ah ouais, non mais c'est... Ah bah Barbie et Ken dans le 3, mais c'est à mourir de rire. Ah, on en reparlera d'ici pas mal d'émissions. Parce que c'est pas tout de suite. C'est dans 10 ans, mais il y a beaucoup de films en 10 ans. Donc on aura un peu de temps. Donc voilà pour ce qui est de Toy Story 2. Vous l'aurez compris, c'est un film absolument maîtrisé de A à Z. Un film de Pixar parmi le meilleur du meilleur. Pour ma part, même l'un des meilleurs de chez Disney Pixar tout court. Vraiment, vous le verrez, je spoil un peu, mais il est dans mon top 5, voilà, je vous le dis. C'est cadeau, c'est pour moi. Excellent film à revoir et à revoir. De toute façon, regardez toute la saga Toy Story, même le 4 que j'ai un peu de mal, mais on en parlera en temps voulu, ça n'est pas tout pour tout de suite. Voilà pour ce qui est de cette 10e émission Disney. Avant de conclure, je vous propose de faire le petit point top et flop. Pour ma part, je vais commencer par le flop 5 qui, je crois, n'a pas changé aujourd'hui puisqu'on est toujours sur La Belle et la Bête 2, le Noël enchanté en 5e position. Ensuite, nous avons Mélodie. À chaque fois, je ne sais jamais parce que c'est marqué en anglais. Je crois que c'est la Mélodie boîte à musique. Cocktail. Mélodie Cocktail. Je crois que c'est Mélodie Cocktail, oui. C'est le même que le mien, oui, je crois, Mélodie Cocktail. Melody Time. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc Mélodie Cocktail en 4e. Ensuite, nous avons le Retour de Jafar en 3e. Ensuite, nous avons... Bon, en vrai, je vais peut-être le remonter après réflexion. Danny, le petit mouton noir. Je pense que le Retour de Jafar est quand même un peu plus mauvais, quand même. On va pas se mentir. Mais ça reste pas bien, Danny, parce que abuse pas non plus. Et toujours en dernière position, ça ne bouge pas. Peter Elliott, le dragon. Voilà. Et mon top 5, ce serait La Belle et la Bête en 5e. Bambi en 4e. Toy Story 2 en 3e. Le Bossu de Notre-Dame en 2e. Et enfin, Le Roi Lion en 1er. Pour l'instant, même si encore une fois, Le Bossu de Notre-Dame, j'hésite à le mettre en premier. Mais on verra. Toi, t'as encore Bambi dans ton top 5, quoi. Bah, je trouve que Bambi, c'est un film qui est dans sa simplicité, entre guillemets, et particulièrement réussi, quoi. Et surtout, ça date d'il y a des dizaines d'années, parce que là, on va approcher des 80... Je pense que c'est 80 ans à peu près, peut-être même un peu moins, je crois, du coup, c'est même 80... Même plus, pardon, je veux dire, je crois que c'est même 85 ans, comme ça. Donc, c'est un film que je trouve assez intemporel, c'est pour ça que le gars reste dans mon top pour l'instant. Mais de toute façon, au vu des films qui vont arriver au fur et à mesure, je pense qu'il va vite partir. Mais ça reste génial. Cinéphage, je t'en prie, ton top 5, ton flop 5. Alors, mon flop 5, il a changé. Ah. Alors, en 5e position, voilà, Pocahontas 2. Pas non plus, je l'ai pas mis en tout dernier. En 4e position, La Belle et la Bête 2, qui est quand même pire que Pocahontas 2, parce que ça se fait vraiment chier quand même. En 3e position, Mélodie Cocktail. En 2e position, Le Retour de Jafar. Et en pire film, toujours, Mélodie du Sud. Ensuite, en top, le top a changé. En 5e position, nous avons Toy Story 2. En 4e position, nous avons Tarzan. En 3e position, Le Roi Lion. En 2e position, Le Bossu de Notre-Dame. Et en 1re position, Pocahontas. Et de son côté, Mélanie, pour finir. Le top ne va plus bouger, je crois. C'est fini. Ah ouais, c'est bon, il est fixe. Là, il est fixe, il est fini. Là. Jusqu'à la fin, genre. Non. Ok. Moi, mon flop, il a pas changé. J'ai pas bougé, je crois. En 5e position, Taram et le chaudron magique. En 4e, La boîte à musique. En 3e, Peter Elliott, le dragon. Ouais. En 2e position, Mélodie Cocktail. Et en 1er, c'est Le Retour de Jafar. Voilà. Ouais. C'était la découverte. Retour de Jafar, c'est le pire. Hein. Pour mon top, en 5e, j'ai mis Une Bossu de Notre-Dame. En 4e, Pocahontas. En 3e, Mulan, quand même. En 2e, Tarzan. Et le premier, Roi Lion. Et vraiment, je crois que Roi Lion et Tarzan, c'est au coude à coude. Voilà. Tu te rends compte qu'on a le même, quasiment, sauf que Mulan, moi, a descendu légèrement à cause de Toy Story 2. Mais Mulan est 6. Oui, non. Il est 6. Je me suis pas fait influencer par Toy Story, tu vois. J'ai gardé Mulan. Ouais.
Donc voilà pour ce qui est de ce top 5 et flop 5 Disney. On vous en remercie d'avance. Alors je sais pas si vous appréciez ou pas cette rétrospective, mais j'ose espérer qu'elle vous plaît. Donc on vous remercie de nous suivre. Si vous regardez la 10e, c'est que normalement ça devrait vidéo, vous plaire. Hein. C'est ça, c'est surtout si vous êtes encore là après jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que ça doit vous plaire, donc merci à vous. Le programme de la prochaine partie de cette rétrospective, 5 films que voici. Nous parlerons de Fantasia 2000, nous parlerons de Dingo et Max 2, nous parlerons de La Petite Sirène 2, nous parlerons des Aventures de Tigrou, et pour finir, nous parlerons de Dinosaures, le prochain classique Disney, entre guillemets. Enfin, la Fantasia, c'est vrai que j'allais dire, Fantasia 2000 est aussi un classique Disney. Oui. Plus classique entre guillemets, on a Dinosaures, qui est dans une histoire simple, une seule. Et on nous en parlera qu'il y a un statut particulier, parce que maintenant il est un peu jarté des classiques. Donc, Et ben on en parlera dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu, à la partager comme d'habitude. Vous connaissez la chanson et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao. Bye bye.